Téléspectateurs de la région de Gao, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent M. Tchegoum Boubeye Maïga, ancien conseiller à la présidence de la République du Mali, directeur de publication du journal La Nouvelle République. M. Tchegoum Boubeye Maïga, merci de cette toute première comparution devant les Grands Jurys. C'est moi qui vous remercie. Avec moi pour vous interroger ce soir, Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Eladji Chana Takiou, 5 fois Eladji Chana Takiou. Il est directeur de publication du journal le 22 septembre. N'en déplaise à Abdraman Keïta. Bon. Qui n'a même pas fait une fois. Non, je remarque seulement que le nombre de fois qu'on fréquente la Mecque détruit en même temps le statut de l'âge. Parce que là, je veux dire étranger. Alors, ne t'inquiète pas, Dieu va s'appeler, ton tour va plus on est fréquent, moins on est étranger. Chana, merci d'être là. Merci beaucoup, Barou. Plus on est fréquent, moins on est étranger. Merci, Barou. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Tchegoum, votre observation sur la composition du jury? Bon, c'est un jury. Vous les connaissez? Oui, je les connais personnellement. Mais ça ne me garantit rien en ce qui concerne leur gentillesse ou leur compassion. Je sais que Abdraman est. Bon, je ne dirais pas qu'il est taquin, mais il bouscule un peu les accusés. Chana semble plus sage, mais souvent, il est comme un volcan. Ouais. Donc, vraiment, c'est une composition qui me va bien. D'accord. Et j'essaie de me conformer à ce qu'il vaudra. Inch'Allah. Abdraman, nous avons Tchegoum Boubeye Maïga qui bon, comparait. C'est un confrère avant tout qui comparait. Et un doyen de la presse. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire sur l'actualité. C'est notre corporation, puisqu'il est quand même un doyen. Il est passé par beaucoup de chemins pour être là. Il a été témoin de beaucoup de choses. Et l'actualité autour de questions aussi sur lesquelles je pense qu'il est une voix autorisée pour nous en parler. Ouais. Et je suis sûr qu'il va se caractériser par, du moins qu'il va s'illustrer par la franchise qu'il a toujours caractérisée. Je l'ai vu sur d'autres plateaux, qui n'a jamais fait défaut chez lui. Sauf que nous ne sommes pas là pour être sages ou gentils. Oui, nous sommes là tout simplement je ne m'en doute pas. Pour tirer... je ne m'en doute pas. Ni méchant. Oui, je ne m'en doute pas. Pour tirer les vers du nez. Bon, ça commence bien. Hein. Ok. Chana, un avant-propos. Merci beaucoup. Tchegoum Boubeye Maïga est un acteur et un témoin des événements de mars 1991. Celui qui a couvert la mise en place du premier bureau de coordination de l'AM dirigé par Oumar Marikou. Il a un parcours. C'est un journaliste professionnel qui a fait l'une des meilleures écoles de la sous-région, le CESTI. Et puis, il a fréquenté les hommes politiques, Alpha Oumar Konaré, Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïlou Boubeye Maïga et bien d'autres. Donc, il a de l'épaisseur. Et je pense qu'il doit pouvoir nous dire beaucoup de choses, sans langue de bois, sans porter des gants. Et les questions sont là. Seront sans concession aussi. Bien sûr que les questions sont sans concession. Calme-toi, Volcan. C'est un estimé aîné. Oui. Mais ici, les questions sont sans concession. Okay. On peut aller. On ouvre le bal des questions de généralité et vous avez... Généralité, Monsieur Tchegoum Boubeye Maïga, comme c'est votre première comparution devant le grand jury, je voudrais quand même que vous nous parliez un peu de votre parcours universitaire et professionnel, rapidement. Avec votre permission, je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices. On est dans le mois béni. Les auditeurs aussi. Hein, oui, les auditeurs et tous ceux qui sont sur les autres plateformes. On est dans le mois béni de Ramadan. Vraiment, on souhaite que ce soit un Ramadan accompli et que tous ceux qui le
pratique puisse bénéficier des grâces accordées à ce mois béni. Amen. Je disais à mon frère Sidibé que mon souci c'était d'abord d'être soit avocat, soit journaliste. Et j'ai fait une année à l'ENA, sciences juridiques. Et Bali était en sciences administratives. Donc Bali Idrissa Sissoko, on est de la même promotion. Et c'est Feu Soumeilou qui m'a informé qu'il y avait le concours d'entrée au CESTI. Parce que tous les pays qui envoient donc on organise le concours. Et c'était à une semaine du concours. Donc j'ai compris après pourquoi il voulait que je devienne journaliste. Parce que très tôt dès Dakar, on a pénétré les cellules clandestines par rapport à ceux qui luttaient contre Moussa à l'époque. Et je me rappelle que je n'ai jamais été porté sur la télé, même sur la radio. J'aime bien écrire, j'aime... La presse écrite, c'est l'élite quand même. Exactement, il y a plus de profondeur. Et je me rappelle que quand il y a eu en deuxième année, on a terminé, moi j'ai fait mon stage au soleil. Je suis rentré à Bamako pour les vacances. Soumeilou m'a amené voir Alpha. Alpha me dit, bon, tu sais, c'est toi qu'on attend pour lancer notre journal. Donc je savais déjà, une année avant que je ne termine, point de chute. Pas seulement un point de chute, mais plutôt le sens de mon combat, je sais là où je devais le mener. C'est comme ça que quand j'ai fini, je suis rentré en janvier 1989, et en février déjà on a commencé à travailler sur le premier numéro des Échos. Je me rappelle qu'Alpha avait demandé à l'ensemble des journalistes que chacun propose des noms pour le journal, mais lui il savait ce qu'il avait dans la tête. Et on a proposé des dates, on a repoussé les journaux jusqu'au 17 mars. C'est le 17 mars qu'il nous a dit ce pourquoi il a choisi les Échos et ce pourquoi il a choisi cette date-là qui correspondait à l'anniversaire de l'assassinat d'Abdelkarim Cabral. Oui. Donc c'est une charge supplémentaire. Et à l'époque, on était quand même le seul journal. Il nous a dit, avant qu'on ne commence, il nous a donné une copie de la loi sur la presse. Il dit, imprégnez-vous de la loi sur la presse. Parce que ceux qu'on va pas combattre, mais ceux à qui on a affaire, oui, ils n'hésiteront pas. C'est une vieille ordonnance. Pourquoi tu as peur du mot combat? Non, c'était pas pour les nous, notre mission c'était d'abord d'informer les gens, de leur donner une autre information que ce qui se passait. Et donc quand on a lu la loi sur la presse, il nous a appelé, il dit bon, vous avez vu la loi, vous n'avez pas peur? On a dit on n'a pas peur. Donc c'est là qu'on a lancé la production du journal. Alpha a été le premier directeur de publication. Oui, et moi j'étais le rédacteur en chef. Et après, le parcours professionnel jusqu'à la présidence. C'est-à-dire que donc Alpha, pour aller un peu vite, quand il a été choisi comme candidat de l'ADEMA, il a laissé la direction du parti, la direction du journal à Ablaye Baye. Ablaye Baye est décédé le 22 septembre 1992. Des langues nationales. Des langues nationales, il était à la DENAFLA. Et après Ablaye Baye, on a donné à Salif Berté. Salif Berté a été aussi directeur de publication jusqu'à l'éclatement de l'ADEMA en 1994, au congrès de 1994. Donc, il est parti avec les Madlamines au Myria. Donc, il n'est plus resté aux Échos parce que les Échos étaient considérés, à tort ou à raison, comme un organe de l'ADEMA, quoi. Donc, c'est après Salif que j'ai été nommé en 1994, décembre 1994, je crois. Donc, je suis resté là-bas jusqu'en 2000, où la direction de Diamana a décidé de faire une coordination de toutes les rédactions de la coopérative. Donc, il y avait les Échos, il y avait Grain, il y a la revue de Diamana. J'ai été nommé coordinateur pour permettre à Abouaka Salif de devenir directeur de publication. Et à la fin de octobre 2000, j'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport à la coopérative. J'ai monté mon agence de communication. Et en 2007, j'ai monté mon journal, La Nouvelle République. Et après la chute de ATT, le coup d'État contre ATT, mon ami Abdelkarim Konaté a été nommé ministre du Commerce, de l'Industrie et des Investissements. Il m'a appelé pour que je dirige son cabinet. J'ai été nommé chef de cabinet pendant 5 ans. Et c'est de son cabinet que Ibeka m'a fait appel pour que je prenne en charge la direction de la communication. Justement, certains disent que cette promotion au niveau de la présidence, vous la devez à un coup de piston de votre frère, regretté frère. Il était secrétaire général de la présidence à l'époque. La présidence au même moment. On est dans un pays où les gens ils aiment parler de ceux qu'ils ne connaissent pas.
Je me rappelle que, franchement, quoi. Soumeylou, c'est lui qui a été plutôt le porteur de message. C'est lui qui Ibeka a envoyé me voir en me disant prépare-toi, Tchegoum, dis à Tchegoum de se préparer, il viendra travailler avec moi. C'est comme ça que Soumeylou même a été au courant. Et je me rappelle que quand j'ai été nommé, j'ai rencontré Ibeka, c'était à Abu Dhabi. Ibeka, il ne dort pas. Hein. Il m'a fait réveiller par sa bande vers 1h du matin. On était seuls. Donc il m'a dit exactement ce qu'il attendait de moi. J'ai pris des notes. Et juste au moment où j'allais sortir, il me dit Tchegoum, parce qu'il m'appelle Tchegoum, ou mon frère cadet. Il dit si c'est Soumeylou qui t'avait proposé, je n'allais pas te prendre. Si c'est Soumeylou qui t'avait proposé, je n'allais pas te prendre. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont été nourris à cette légende-là, vous voyez, Soumeylou n'a jamais levé le doigt pour que je sois directeur de la communication. Abdraman. Dernière anecdote. Oui. Il y a l'aide de camp de Ibeka qui est décédé, son garde de corps. Sekouba. Oui. Je me rappelle le premier conseil de ministre que j'ai couvert. Quand il m'a vu, il est très fort, il est très grand. Il m'a serré, il me dit, tu nous connais, on te connaît. Tu nous connais, on se connaît. Et depuis lors, pratiquement jusqu'à sa mort, à chaque fois qu'on se voit, il me dit, tu nous connais, on se connaît. Donc Soumeylou n'a absolument rien à voir dans ce qui s'est passé. Abdraman. Oui, je pense qu'on doit un peu avancer. Allez-y. On a suffisamment parlé. Et nous avons récemment vécu un événement, l'anniversaire du 26 mars. Et vous êtes un acteur de cette date-là, du côté de la presse. Quel est le regard du pionnier que vous êtes de la démocratie sur le cheminement du Mali depuis cette date-là? Merci pour la question, parce que je pense que du journal Les Échos jusqu'à mon actuel journal La Nouvelle République, on n'a jamais porté de gants par rapport au déroulement de la démocratie. Aux acteurs de la démocratie, on a été très sévère. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'autoflagellation de côté, quoi. C'est bon l'autoflagellation, mais aujourd'hui, là, je pense qu'on entend tellement de discours haineux souvent contre les démocrates qu'il faudrait que, et malheureusement, ceux qui tiennent ces discours-là ne connaissent rien de ce qui s'est passé avant 1991. C'est des gens qui malheureusement sont instrumentalisés, ils insultent la démocratie, ils insultent les démocrates, ils donnent l'impression que le Mali a commencé à partir de 1991. Donc toute l'état de la République du Mali date de la démocratie. Je vais faire quelques rappels pour aller très vite. Oui. Aujourd'hui, il faut quand même que nos jeunes qui nous insultent, qui insultent les démocrates, sachent que avant la chute de Moussa, les fonctionnaires faisaient 4 mois sans salaire. Et 90 jours à 120 jours sans percevoir un copec. Et le salaire le plus élevé à l'époque, c'était 35 000 francs CFA. Les cadres A. Aujourd'hui, bon, je ne connais pas combien ils gagnent, mais ils gagnent énormément. Et ils se battent tous les jours à travers les syndicats. Il y en a qui touchent le million même. Bon, mais voilà. Donc ça, et comme à l'époque, les fonctionnaires sont quand même des chefs de famille. Hein. Ils sont obligés de se battre pour nourrir leurs enfants, pour nourrir leur famille. Mais Dieu seul sait les acrobaties qu'ils menaient pour ne pas mourir de faim. Deuxièmement, on parle de l'école. Les gens, ils oublient qu'en 1991, il n'y avait pas d'école. L'AEM a été créée, mais il n'y avait pas d'école. Parce que sous le coup des ajustements structurels du FMI, mais on avait oublié, Moussa a été obligé, le régime de Moussa, à mettre tous les enseignants à la retraite anticipée. Beaucoup. Ah oui, Beaucoup. tous les enseignants. Imagine des enseignants qui n'ont jamais vu 1 million. Ils se retrouvent avec 2 millions. Donc, ceux qui ont eu la chance sont partis en exil. Au Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun. Ceux qui sont restés ici, beaucoup se sont suicidés parce que les sous qu'ils ont eus, ils les ont mal gérés. Il n'y avait plus rien et il n'y avait pas de perspective. Oui. Donc, c'est sur un champ de ruines. Et à l'époque, je me rappelle, il faut le dire, les enfants, les petits-enfants, quand ils les croisent le matin, chacun avait son tableau blanc sur la tête. Parce qu'il n'y avait pas de banc dans les classes. Aujourd'hui, oui, on peut dire que la qualité de l'enseignement, il y a la pléthore, mais au moins, ça existe, quoi. Au lieu, comme je le dis souvent, au lieu de maudire l'obscurité, il faut allumer une bougie. Les textes ne sont pas bons, corrigeons-les pour que
l'école puisse aller dans le sens qu'on souhaite. La santé, la même chose. C'était les secteurs qui avaient été démantelés avec le FMI. Tous les aides-soignantes, les infirmiers ont été mis à la retraite. Et comme je te le disais tout à l'heure, il n'y avait qu'un seul CESCOM et 2 hôpitaux. Je me rappelle pour l'anecdote, à Gabriel Touré à l'époque, la radio ne marche pas. C'est-à-dire que quand on est légèrement obèse, bon, je ne veux pas dire que toi tu es obèse, mais en tout cas, quand on est légèrement obèse, la radio ne marche pas, la radio ne voit plus rien. Mais c'est vrai. La radio devient aveugle. La radio aveugle devient aveugle. Donc aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Oui. Il y a des CESCOM partout. Il y avait qu'un seul CESCOM et c'est Akori qui le dirigeait à Bankouni. Il y a des CESCOM dans tous les quartiers. À Iknan. Oui. On peut dire que ce n'est pas suffisant, mais le plateau technique a été amélioré partout. Il y a des cliniques partout. Il n'y avait pas de clinique à l'époque, je crois qu'il n'y avait que Farako. Aujourd'hui, il y a des cliniques partout. Richard. Exactement. On peut dire que ce n'est pas bon. On dit que la démocratie aussi est venue avec la corruption. Oui, mais la corruption, on l'a trouvée, mon frère. La corruption, on l'a trouvée. Du temps de Moussa. Les villas de la CCRS. Mais je te dis, mon frère, merci de me le dire. Il y avait la corruption. La démocratie n'est pas venue avec la corruption. Et la démocratie a permis de multiplier, d'accroître la richesse. Voilà, et l'accroissement de la richesse. Non, j'arrive. Du temps de Moussa, on ne parlait pas de corruption parce qu'il n'y avait pas de justice. Il n'y avait pas de presse. Il n'y avait pas de liberté. Ceux qui osent parler de corruption, c'est qu'ils ont franchi les frontières sur nos CLS et ils sont allés les envoyer à Taoudini. Aujourd'hui, Dieu merci, du temps de Moussa, le budget ne dépassait pas 300 milliards. Aujourd'hui, on est à quoi? 2300, 2250 milliards. Voilà. Donc, la croissance a été accrue. Deuxièmement, au niveau de la justice, il y a eu une spécialisation des magistrats. Le pôle économique, maintenant, ils viennent de créer le pôle financier. Oui. Au niveau de la presse, c'est partout. La radio, la télé. Donc, il y a des moyens qui permettent aux Maliens de savoir que telle personne, telle autre personne, en attendant que la justice... Mais c'est vrai quand même, vous reconnaissez au moins que quelque part, cette abondance-là dont vous parlez, c'est faite quand même au détriment de la qualité. La qualité n'a pas accompagné. Mais c'est ce que j'ai dit. Il y a une certaine désorganisation dans un environnement désorganisé. Mais tu sais, comme j'ai dit aux gens, la démocratie, ce n'est pas comme un stop. On vient, on s'arrête, c'est bon, ça y est, on est au paradis, il n'y a pas de... Non, c'est un processus. Je commence, je m'arrête là, il prend le relais. Il voit ce qui n'a pas marché chez moi. Il fait ce qu'il peut. Après, il te passe. C'est ainsi de suite. D'accord. On ne peut pas passer le temps à se jeter la pierre. D'accord. Mais la dictature, Chana, sur son passage et à puis, la présidence. Dernier mot sur le 26 mars. Oui. Et ça, c'est le plus. La liberté. La liberté. La liberté de choisir ses dirigeants. La liberté de monter ses associations. On a des milliers d'associations. On peut dire ce qu'on veut, mais les gens sont libres d'en faire. La liberté de créer des partis. La liberté d'aller et de venir. Tu sais, s'il y a une anecdote que j'ai racontée ce matin à quelqu'un, du temps de Moussa, tu ne peux pas voyager si tu n'as pas un visa de sortie. C'est-à-dire qu'il faut aller à la police. Maintenant, tu sors comme tu veux. Les femmes, elles m'écoutent. À l'époque, les femmes ne peuvent pas voyager si elles n'ont pas l'autorisation écrite de leur époux. Déposer à la police avant qu'on leur donne le visa de sortie et aller chercher les... Donc, je pense que rien ne vaut la liberté. D'accord. Les pas qu'il y a, corrigeons-les. Et puis on avance quoi. Comme on le dit, c'est un proverbe anglais que j'aime bien. Ils disent que la démocratie est comme un jardin anglais, planté 1000 ans, arrosé tous les jours. Chana, depuis son passage à la présidence, l'aide à la presse n'est toujours pas encore versée. J'ai une question à deux volets par rapport à son passage à la présidence. Oui. Lorsque Tchegoum a été nommé à la présidence, nous étions tous contents. Oui. On s'est dit que c'est un professionnel, un frère, un ami. Mais c'est sous Tchegoum que la presse s'est appauvrie à la présidence. On avait des abonnements. Est-ce que vous voyez? Tchegoum est venu, il a tout cassé. Il a distribué des miettes aux uns et aux autres. La presse n'était pas contente du passage de Tchegoum à la présidence. Qu'est-ce qui a expliqué cette option? Peut-être il va répondre à ça, après vous allez... L'aide à la presse. Il a quitté la présidence de la République. On était en retard de 2 ans, je pense, d'aide à la presse qui ne tombait pas. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'aide à la presse. Donc, depuis Tchegoum jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'aide à la presse. Et le président Bandjougou, sur le même plateau, a interpellé Tchegoum et Sambi Touré par rapport à la presse. Donc, Tchegoum, vous avez la parole pour dire votre part de vérité.
Comme quoi la presse n'a pas trouvé son compte merci. dans votre passage à la... Tu sais, quand je suis arrivé à la présidence, comme conseiller à la communication, on m'a montré les états. On a un budget. Le budget de la cellule fait 153 millions, en tout cas quand j'étais là-bas. La première année. 153 millions de francs CFA. Donc on m'a sorti les états. Et sur les 153 millions qui concernent l'année budgétaire et toutes les activités de la cellule, 147 millions étaient dans les abonnements. 147 millions étaient dans les abonnements. Il n'y a pas d'abonnement douteux? J'en ai eu. Donc, je me suis dit, non, il y a forcément un problème. Pour moi-même d'abord, pour la gestion de ma cellule, 147 millions sur 153 millions, oui. J'ai dit, mais alors que la cellule n'était pas bien équipée. Tout le monde m'entend. Hein? Donc, j'ai regardé, tous les journaux étaient abonnés. Tous les journaux étaient abonnés. Tous les quotidiens. Du moins, Koulouba était abonné à tous les jours. Voilà, merci de la rectification. Je sais que tu étais pointueux sur. Non, mais il a raison. Mon patron aime bien qu'on parle français, il a raison. Koulouba était abonné à tous les journaux. Donc, tous les quotidiens, Koulouba était abonné à 80 exemplaires à tous les quotidiens. Il y a 12 quotidiens. Les bi-hebdo, ils étaient à 50, je crois, parce que je ne m'attendais pas à la question. Et les hebdomadaires étaient à peu près à 40 exemplaires. Donc, tous les matins, rien que le quotidien, tu as à peu près 1000 exemplaires qui franchissent le portail de Koulouba, sans compter les autres. Donc, tu peux te retrouver l'un dans l'autre avec 2000 journaux sur les bras. Franchement, j'ai fait le point. J'ai dit, à Koulouba, on a Internet. Avec tous les conseillers qui veulent avoir les informations, ils vont sur MaliWeb, ils vont sur les sites des journaux, ils ont l'information. Concurrence déloyale? Non, ce n'est pas de la concurrence déloyale, ce n'est pas réglementé. Ah, voilà. Et vous l'avez encouragé? Non, ce n'est pas nous. C'est des réglementations. Oui. Deuxièmement, la réglementation de cet aspect n'a jamais été portée par les associations professionnelles. Deuxièmement, ils ont tous la radio. Dans tous les bureaux, on a la radio. Donc, tu as les revues de la presse, les gens qui ne font même pas des revues, c'est des lectures de la presse. Ah oui, c'est des lectures de la presse. C'est du plagiat. Allez-y. Non. Donc, j'ai fait la proposition à mes patrons, parce que j'ai des patrons, je ne décide Absolument. pas. D'abord au secrétaire général, et ensuite au président de la République. Et dit, ça ne peut pas, c'est un système dans lequel je ne peux pas fonctionner, parce qu'avec 153 millions, mettre 147 millions dans l'abonnement, 6 millions, ça ne peut pas me permettre de travailler bien correctement au niveau. Donc j'ai dit, voilà ce que je propose. J'ai dit, les quotidiens, je vais les amener à 20 exemplaires. 15. Les bi-hebdo à 15 exemplaires. 15, oui. Et les hebdo à 10 exemplaires. Je me rappelle parfaitement de ce que le président m'a dit. Il m'a dit, Tchegoum, fais au mieux. Fais au mieux. À Koulouba, c'est-à-dire que la forme de la presse est très petite par rapport à la forme de Koulouba. C'est le secrétaire général qui lui a dit, non, Tchegoum gère son aspect. Ce qu'il va faire, tous les matins, il va vous faire la revue de la presse. Tous les matins, on est tous en inbox, on met la revue de la presse dans toutes les boîtes de conseillers et des chargés de mission. Maintenant, si quelqu'un estime, surtout que les journaux, ils ne le lisent pas, quoi. Mais c'est bon pour eux, chacun descend avec son lot comme si c'était des miches de pain. Et je leur ai dit, j'ai dit maintenant, si quelqu'un dans la revue de la presse estime qu'un journal comme le 22 septembre, ou le Témoin, c'est parce que vous êtes là que j'en parle, il y a des articles qui les intéressent, mais ça ne coûte rien, c'est 200 francs, ils peuvent acheter, c'est 300 francs. Donc, contre mauvaise fortune, ils ont fait bon cœur. Donc, c'est ça qui m'a valu toutes les animosités de la presse. Et le reliquat? Non, j'arrive. L'argent que vous avez coupé a été investi dans quel domaine? J'ai économisé 70 millions. Et j'en ai parlé au président. Je lui ai dit ce que je vais en faire. J'ai acheté des caméras ultra modernes. J'ai équipé ma cellule. Des caméras ultra modernes, des tables de montage. Quand je quittais, même les jeunes de l'ETM, ils étaient jaloux de ce qu'on avait. Et ça nous a coûté 64 millions.
C'est dans ça que j'ai investi. Maintenant, oui, ça m'a valu beaucoup d'inimitié. Oui, à présent, l'aide à la presse. L'aide à la presse. On n'a pas fini avec ça. Bien entendu, Chana, il faut qu'on le Chana, on a fini Oui, avec on a ça. vraiment fini. Voilà. Allez-y. J'ai D'accord. économisé Allez-y. 70 millions, Oui. j'ai investi Oui, 64 c'est- millions. c'est- Bon. Le bilan est fait. Quand même, sous Racine, Oui. pour ne pas parler de tout le monde. Ouais. Moi, j'avais 4 millions à la présidence. C'est Avec ça. Tchegoum, j'avais 750 000. Voilà. Tu vois la différence. Ouais. La différence, c'est que, comme j'ai dit, moi, j'ai procédé à des investissements. Mais donc, je suis très content de Racine, plus que de Tchegoum. Continuons. Maintenant, pour l'aide à la presse. Oui. Comme j'ai répondu à Bandjougou sur la plateforme, au ministère à la présidence, il y a un DAF, et le DAF suit les instructions du secrétaire général. C'est le secrétaire général qui est l'ordonnateur des dépenses. Le premier problème auquel on a été confronté, c'est l'absence de justificatif. C'est-à-dire, on donne l'argent, mais en retour, on n'a pas de justificatif. Mais à la limite, ce n'est pas un problème. À la limite, ce n'est pas un problème. Je me rappelle une fois, Draman, il m'écoute, et Alexis, ils sont venus à Koulouba, ils ont rencontré le secrétaire général par rapport justement à l'aide à la presse. Le secrétaire général en a rendu compte au président de la République. Le président m'a appelé. Et je crois que ma mémoire ne me trahit pas sur ça. Je pense qu'on leur a donné la moitié de ce que la présidence doit donner, ça fait près 45 millions. Président, je me rappelle toujours de ce qu'il m'a dit. Il dit, Vous avez donné à qui? On a fait le chèque libellé au nom de la maison de la presse. Je crois que c'est Alexis qui est monté prendre le chèque, mais c'est au niveau de la DAF. Je peux me tromper, mais c'est au niveau de la DAF. Sur 200. À l'époque, c'était sur 90 millions. Je ne suis pas très chiffre. La part de la Oui, de la C'est ce que présidence, la présidence du ministère de la donne pour communication. compléter. Oui. la quote-part de la présidence. Le président m'a appelé, me dit Tchegoum, je veux que tu insistes sur 2 points. D'abord, au niveau du ministère de la Communication, il faudrait dire, à l'époque, c'est Papou qui était ministre de la Harouna Touré. Le jeune et dynamique Papou. Papou, il insiste auprès de Papou pour que c'est de l'argent public. Il faut qu'on ait les justificatifs. Et au niveau de la maison de la presse, tu leur tiens le même langage, sinon, il n'y aura pas d'argent. Et je me rappelle que lors d'une présentation des vœux, dans un mouvement d'ensemble qui était bien orchestré, Alexis prenant la parole après Draman, ils m'ont descendu en flamme. Franchement, pour moi, c'est mon rôle de prendre des coups. Hein. Le président était surpris, mais il leur a dit, on va remédier à la situation. Bon, entre-temps, j'ai été foutu à la porte, je suis à la maison. Voilà ce que j'en sais, quoi. Oui, les raisons de votre départ de la présidence, ces fameux tweets, vous aurez failli Non, provoquer un incident diplomatique. J'avais déjà quitté. Oui. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode? Est-ce qu'on peut continuer il faut que au lieu de quitter. Allez-y. Effectivement, sur cet aspect-là, j'ai envie de le dire. Vous connaissez l'état de la presse. Vous savez oui, beaucoup même. Et même pas seulement l'état de la presse au Mali et partout au monde. Et même l'état des acteurs. La presse vit essentiellement d'abonnements et de prestations de services publicitaires. Et vous êtes venu à la présidence pour leur couper les vivres, pour leur arracher le pain de la bouche. Mais j'ai donné les explications. Mais en revoyant à la baisse les proportions dans lesquelles Koulouba était abonné, alors que vous aviez quand même l'opportunité, peut-être, je disais, au lieu de revoir à la baisse, de demander plus de moyens pour les tâches pour lesquelles vous Après avez... Après les années suivantes, on a même diminué dans mon budget. Voilà, mais néanmoins, est-ce qu'il même en année électorale, est-ce qu'il ne vous était pas même en année électorale, en année électorale 2018, la cellule n'avait que 107 millions. Non, j'aime bien que les gens... Moi, tu sais, je m'excuse de vous tutoyer comme ça. Nous sommes les confrères. Je me rappelle que quand on a décidé au niveau de la cellule, quand j'annonçais les mesures qu'on allait prendre, ça c'est avant même que je ne touche les autres aspects, avant même que je ne mette la mesure en application, j'ai dit aux gens, la Nouvelle République est là, je l'enlève. Ton journal? Mon journal. Les gens ils m'écoutent. Non, chef, j'ai dit je l'enlève.
Il dit parce que, je ne vais pas être dans une histoire de conflit d'intérêts. Et deuxièmement, vous saurez pourquoi je le fais. Parce que quand je vais commencer à me flageller moi-même, les autres pourraient comprendre mieux. On n'a rien compris. Ouais, mais sinon, sinon, vous ne pouvez pas nous dire que vous avez dit à vos collègues de Koulba de payer 200 francs. Vous savez bien que la presse ne vit pas de vente. Non. Ce n'est pas de ces 200 francs de vente d'exemplaires Non, qui non, je vois que tu n'as retenu que ce qui partout t'intéresse. au monde. D'accord, Ah non, alors si. on va Tu n'as aussi. retenu, ça c'est un détail dans tout ce que j'ai dit. Non, mais si, c'est un détail. Le diable est dans les détails. Effectivement, le diable se trouve dans les détails. Alors, on va tranquille. aussi voler. On a vu Ouais, cet épisode de réponse du berger à la bergère entre vous et celle qui vous a remplacé au niveau de la présidence, Ndeye Sissoko, autour d'un tweet. Déjà, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette histoire? C'est un épisode assez malheureux qu'on aurait pu éviter. Malheureux. C'est un épisode qu'on aurait pu éviter. Mais ça traduit un peu l'état d'esprit à Koulouba, aux gens qui sont d'ailleurs avec le président, qui entourent le président. Et malheureusement, on a vu les conséquences, on est tous tombés dans le ravin. Il y a trop de passion, il y a trop de haine souvent, et on est tous tombés dans le ravin. Les conditions dans lesquelles d'abord ils ont mis fin à mon contrat. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais il n'y a aucune raison. Le président a été, je ne dis pas qu'il a été embobiné, mais je connais les gens qui sont derrière. Dans mes souvenirs, je vais en parler. Inch'Allah. Alors que Dieu nous prête longue vie. Donc pour en revenir, tu sais, les tweets, je ne m'en suis jamais occupé. À la présidence, c'est Ndeye qui le faisait. On fait les textes ensemble. D'abord, c'était Mamadou Diallo. Oui. Ensuite, Ndeye qui les faisait. À la limite, même les clés, je ne les connaissais pas. Souvent, quand on est un peu surchargé par le travail, je peux dire, passez-moi les clés. Et ça n'a pas dépassé 2 fois, ni sur le Facebook et sur le Twitter. Donc après avoir quitté Koulouba, j'étais à la maison. J'ai la double sur mon téléphone. J'ai mon Twitter personnel et le Twitter de la présidence. Je me rappelle que quand j'ai pris fonction, la première mesure que j'ai eu à prendre, c'était de changer les clés. Donc pour moi, logiquement, dès qu'on m'enlève de là-bas, j'ai quitté là-bas quand même le 19 novembre. Les clés, il s'agit des codes, hein? Oui, les codes. Oui. J'ai quitté là-bas le 19 novembre. L'histoire de l'incident a eu lieu en janvier. Et franchement, et c'est ce que j'ai expliqué au procureur, c'est Kassogui. Il n'a voulu rien entendre. Tu sais, les procureurs, ils sont aux ordres. Il n'a voulu rien entendre. Je lui ai dit, ce n'est pas inadvertance. Je pensais sincèrement que j'étais dans mon compte personnel. Et immédiatement, même pour effacer, j'ai tâtonné avant d'effacer. Même pour te dire que je ne connais pas ces affaires-là. Quand je me suis rendu compte que c'est sur le code de la présidence, j'ai effacé et j'ai observé. Entre-temps, il y a eu les capes d'image, il y a eu les insultes. Le lendemain, j'ai fait un tweet personnel pour dire que c'est moi qui l'ai fait. Parce que j'aurais pu faire 20 ans, et ça je lui ai dit au procureur, j'aurais pu faire 20 ans, il n'allait jamais savoir que c'était moi. Il dit non, vu le bazar que ça crée, mieux vaut dire que c'est moi. En tant que premier responsable des communications. Donc, voilà. Honnêteté. Oui, tout à fait. Tu sais, dans le temps, moi je pense que on se dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Maintenant, une faute avouée est à moitié condamnée. Non, est condamné, doublement condamné. Donc, j'étais dans la circulation quand les gens, la BIJ m'ont appelé. J'ai fait demi-tour, la brigade d'investissement judiciaire. Je suis allé là-bas, ils m'ont dit, voilà pourquoi. J'ai dit, non, il n'y a pas de souci. Là, je suis venu répondre. Voilà. Et quand j'étais chez Kassogui, avec Ndeye, ça me fait de la peine, parce que moi, je suis d'une culture... J'ai personnellement suivi le procès. Oui, voilà. J'y étais également. Voilà, tu sais, moi... Et j'étais visité aussi à la prison. Exactement. Merci pour tous ceux qui sont passés, pour la sympathie de tous ceux qui sont venus, pour tous ceux qui ont témoigné en ma faveur. Je suis d'une culture profondément honnête. C'est pour ça que j'ai dit au procureur, si je voulais, j'ai dit Ndeye est là, comme elle s'y connaît mieux que moi, si je m'étais tu, on n'aurait jamais pu mettre la main sur moi. Et deuxièmement, ce qu'elle dit ne tient pas la route, comme quoi c'est elle qui a vu.
J'ai dit, c'est la preuve qu'elle n'a pas changé de clé quand je lui ai fait la passation. J'ai dit, sinon, si moi j'avais changé, comme ils disent, piraté, j'aurais mis d'autres clés et il lui faudrait peut-être 1 année et demie pour casser les clés. Donc, mais le procureur ne voulait pas entendre. Je comprends, tu sais, chacun a son rôle. Mais bon, j'ai fait 31 jours et puis condamné à 10 mois de sursis. Allez-y, Chana, à présent. Et Monsieur Tchégo Boubé Maïga, nous allons changer de... Non, pas changer, il faut qu'on reste terminer. il faut qu'on reste Donc, un peu dans la liberté de la presse. Non, je continue, j'ai la parole. Allez-y. Je ne voulais pas qu'on change Allez-y. de registre, on y reste. Parce que nous parlons de la presse. Quand on dit presse, la base même, c'est la liberté. Vous êtes un témoin, un acteur du 26 mars. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Djeliba TV News. La hack. Mais beaucoup de confrères semblent applaudir la situation. C'est-à-dire que quand la liberté est en cause, nous ne sentons pas les vrais acteurs. Vous-même, on ne vous a pas beaucoup senti, Tchégoum Boubé Maïga, ni dans votre journal, ni ailleurs par rapport à cette liberté d'expression. Est-ce que c'est par peur, vous êtes parmi ceux qui sont en train de s'autocensurer aujourd'hui en raison du contexte de l'environnement médiatique de notre pays? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le journal l'a repris seulement il y a une semaine, la semaine passée. Mais sur tous les forums de discussion, les gens de Djeliba TV peuvent témoigner. Ce que la hack a eu à faire, c'est pas, nous en tout cas, ce n'était pas admissible. Et je me rappelle que même sur le forum des acteurs de la presse, quand Bandjougou essayait on lui dit non. Le principe d'abord, c'est de condamner. Absolument. Maintenant, les autres explications, les procédures de la hack et tout ça, ça c'est autre chose. Nous, on n'est pas censé savoir ce que la hack doit mener comme. Mais le principe, c'est que dès qu'on parle de fermeture, on condamne. Maintenant, sur les aspects, les gens qui applaudissent, qui sont contents, non. C'est-à-dire que malheureusement, comme Serge le dit et je l'ai lu dans d'autres espaces, et nous, on fait la même promotion, mais on ne fait pas profession, mais on ne fait pas le même métier. On ne fait pas le même métier. D'accord. Et malheureusement, oui, la presse, c'est l'un des premiers enjeux du pouvoir. Dès qu'un pouvoir arrive, le premier secteur qu'il cherche à contrôler, c'est la presse. Parce que c'est là qu'il y a la liberté d'expression. Tout le monde peut donner son opinion. Et visiblement, sur ce terrain-là, en dehors des vidéomans qui ont été créés à tout bout de champ, la presse traditionnelle aussi, malheureusement, a cédé au champ des sirènes. Bon, il faut dire aussi avec toutes les entraves qui pèsent sur la liberté d'expression, peut-être que les gens se disent, bon, mieux vaut être dans le sens du vent que d'être vent debout. Moi, je vois un péril beaucoup plus grand sur la liberté de la presse et la liberté d'expression avec le grand débat qui se passe depuis quelques jours sur la laïcité. Et vous avez des tendances, des composants de la société qui contre ceci. Est-ce qu'on peut savoir de vous les implications d'un système non laïque sur nos libertés, sur la liberté de la presse et la liberté d'expression? En tout cas, les pays qu'on connaît non laïques, c'est des pays essentiellement dirigés par des religieux. Et c'est des pays où il y a beaucoup d'intolérance contre la liberté d'expression. Beaucoup d'intolérance. Donc, le fait de vouloir corseter l'opinion, la société, ça réjaillit sur la presse. Donc, dès que les journalistes ont une pensée contraire à ceux qui dirigent, dès que les journalistes ont la liberté d'aller enquêter sur un certain nombre de la manière dont le pays est géré, ça crée des problèmes. Ne parlons même pas des aspects religieux, parce que tout se lie sous le prisme de religieux. Tout se lie. Donc, dès que les journalistes, on voit ce qui se passe en Algérie, par exemple, maintenant, les journalistes sont traqués dans les rédactions, et pourtant, on peut dire que là, malgré le fait que ce ne soit pas un pays laïque, il y a quand même un peu de liberté, quoi. Donc, mais il n'y a pas de convivialité possible entre la liberté de la presse. C'est pas possible. Et la non-laïcité. Et si vous voulez, la charia, par exemple. C'est compliqué. Non, la charia, j'évite le mot de la charia parce que souvent, les gens, ils amènent la charia juste aux aspects de fouettage, le lynchage. Non, la charia est plus compliquée que ça.
est plus riche que ce qu'on nous montre, quoi. Les aspects négatifs. Ah ouais, parce que la charia, c'est vraiment un mode de gestion de la société dans son ensemble, et les Occidentaux, ils ont peur de ça. Grosso modo, ça, c'est mon avis. Est-ce que nous, il n'y a pas de raison pour nous d'avoir peur de en tout cas, nos libertés dans un système de la charia? Même dans ce système de laïcité, quand on voit la montée en puissance, bon, c'est un mot qui est à la mode, depuis le temps pas de l'armée, hein, depuis le temps du Bakar. Oui, c'est une armée à part, c'est l'armée des religieux. Oui. On voit la montée en puissance des religieux. Dès que vous dites quelque chose qui ne leur plaît pas, soit ils marchent sur vous, soit ils vous menacent sur les radios. Bon, je pense que il faut que nous soyons raisonnables et qu'on garde la laïcité comme... Chana, Chana, s'il vous plaît, les conditions de la mort de Soumeylou Boubèye Maïga continuent à défrayer toutes les chroniques. Effectivement, Tchegoum Boubèye Maïga, vous êtes le frère Kadi. Je pensais qu'on n'allait pas en parler. Très proche de Soumeylou. Vous êtes même un de ses confidents. Vous êtes un de ses confidents. Et son frère et son confrère. Oui, quand même. On a fêté le premier anniversaire de son décès. La semaine passée. La semaine passée. Et merci pour vos bénédictions et votre présence. Et nous avons vu aussi sur une télévision privée la sortie de sa fille, Nana Mariam, je pense. Nana Mariam. Nana Mariam Maïga, qui a expliqué avec une très grande émotion les conditions dans lesquelles cet homme d'État est décédé. Tchegoum Boubèye Maïga, en tant que frère, est-ce que vous pouvez nous donner les détails les détails de la mort de Soumeylou Boubèye Maïga? Non, les détails. Certains détails. Hein? Oui, on n'a pas tous les détails. C'est-à-dire que... Les derniers détails, bien sûr. C'est-à-dire que... Son inculpation jusqu'à la clinique, jusqu'au refus. Soumeylou ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Franchement, quoi. Pourquoi? Ni parce que... D'abord parce que c'est un humain. On ne peut pas refuser les soins à un humain. Surtout quand on vous dit, soignez-le, sinon il va mourir. Et ils l'ont gardé 3 mois à la clinique. Soumeylou n'a pas reçu de soins à la clinique. Parce que les médecins ont été formels. On ne peut pas nous engager à lui administrer des soins tant qu'on ne sait pas quel est le résultat final de ce que nous on cherche à savoir. Et c'est ce qui a été refusé à Soumeylou. Donc ils l'ont gardé 3 mois jusqu'à sa déshydratation, comme Nana l'a dit, ou c'est par perfusion qu'on lui administrait des liquides pour qu'il puisse... Deuxièmement, nous on a vu Soumeylou partir. On a vu Soumeylou partir. On ne peut rien faire. Tu t'attendais à son décès? C'était inévitable. C'était inévitable. Il n'y a que Dieu qui peut, mais c'était inévitable. Est-ce que vous avez envie de reprendre les propos de Razbat en votre compte? Non, chacun assume ses propos. Avant Razbat, comme je l'ai dit, le président nigérien a été le premier à dire que Soumeylou a été assassiné. Je n'ai pas entendu qu'il y ait eu un mandat contre lui. Mais dès lors... Il l'a comparé à Modibo Keïta. Exactement. Mais dès lors où on vous dit, les médecins, ce n'est pas la famille. Oui. Les médecins, 2 médecins, les médecins de la clinique et la contre-expertise commanditée par le gouvernement. On vous dit le contrôle, que si on ne le soigne pas, il va mourir. Mais c'est clair que si on ne le soigne pas, mais les responsabilités sont connues et les responsabilités vont être situées. Elles sont connues. Ah oui, elles sont où? Qui sont ces responsables? Le temps viendra. Vous comptez sur le temps? Le temps viendra. Soumeylou a toujours compté le temps. Il a toujours compté avec le temps pour que la vérité éclate. Oui, mais on va attendre que le temps va trancher. On constate en réalité que vous êtes resté longtemps silencieux par rapport à cette histoire. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet est en train de rebondir après le passage de Razbat, c'est le plateau du parti que Soumeylou lui-même a créé à cet événement-là. Et à l'occasion, Razbat en voulait à son parti d'être resté silencieux par rapport à ça. Est-ce que la famille aussi n'est pas aussi reprochable
que sa famille politique Non. dans ce silence-là? D'abord, Hasbat n'en a pas voulu au parti, il en a voulu aux représentants du parti au sein du CNT. Oui, mais c'est toujours le parti, les représentants du parti. Le parti, non. C'est toujours les représentants. Il va répondre, allez-y. Pour n'avoir pas interpellé Le gouvernement. le gouvernement ou tout au moins le ministre de la Justice, c'est ce qui s'est passé. Pour ce qui est de la famille, mais Draman, tu sembles avoir oublié que la famille a produit tellement de communiqués. Les lettres de Alerté. Binta. Mais oui, les lettres de Binta, Non, tellement de ça c'est communiqués. avant. Mais après le décès. Oui, après le, Oui, voilà, c'est ça. après Je le sais décès, que les familles- après le décès, On s'en remet à Dieu. pas seulement. Je me rappelle que j'étais sur le plateau de Nouveau de Joliba. Joliba TV. J'ai dit à Taher que tout ce qu'on craignait vient de se passer. Lui est mort. Et c'était prévisible parce que ceux qui devaient le soigner, ceux qui pouvaient donner l'autorisation qu'il aille se soigner, ne l'ont pas voulu. Oui, mais vous venez de dire tout de suite que les responsabilités seront situées. Et est-ce que ça doit venir de vous, d'autant plus que vous avez renoncé déjà à une autopsie? Quelles sont les implications juridiques de ce renoncement? Est-ce qu'on peut, vous pouvez encore avoir des prétentions pour que ces responsabilités soient situées? On verra. Le temps viendra. Il y a encore des brèches, il y a encore oui, toujours. des brèches juridiques. Toujours. Qu'est-ce que- Tu sais, c'est un dossier dans lequel il n'y a pas que la famille. Par exemple, il y a l'estimé Koné, Cheikh Mohamed Chérif Koné, qui était à l'époque avocat général, qui a contesté toute la procédure, qui a parlé de forfaiture. Et je crois savoir qu'à l'international, il a dû saisir les associations de droits de l'homme sur ce qui s'est passé. C'est d'accord. Mais est-ce que c'est à votre corps défendant que vous avez renoncé à l'autopsie, puisque pour avoir simplement le corps... Nous, on avait besoin du corps. Vous avez besoin du corps. Oui, pour nous, il n'était pas question qu'ils aillent profaner le corps de Smelou. Allez-y. Après l'avoir détenu pendant 3 mois à la clinique, et depuis août 2021, pour nous, il n'était plus question d'aller le soumettre surtout à quelqu'un, un médecin que le procureur allait choisir lui-même. Donc franchement, c'est j'ai compris. Et puis on est des musulmans, quoi. C'est ça. Voilà, on est des musulmans. La religion ne permet pas d'aller dépêcher. Non, l'autopsie. franchement. Maintenant, Soumeylou est mort. Vous dites qu'on s'en remet à Dieu. Pourquoi vouloir encore situer demain après-demain des responsabilités? Vous ne pouvez pas pardonner? Mais tu sais, Chana, il y a le pardon, il y a l'oubli. Voilà, il y a le pardon, il y a l'oubli. Expliquez-vous. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Deuxièmement, le fait que la question qui concerne Soumeylou est aujourd'hui sur la table, dans l'actualité, ce n'est pas le fait de la famille. Donc on s'est dit que Dieu existe, quoi. Et que la peine qui nous frappe, on n'est pas les seuls. Et que tôt ou tard, à chaque fois que les gens estiment, peut-être des gens qu'on ne connaît même pas, estiment que la manière dont Soumeylou est décédé mérite qu'on en parle, mérite qu'il y ait un autre traitement. Mais ça, c'est pas le fait de la famille. Ça peut rebondir, mais est-ce que la famille a pardonné au bourreau? Bon, pour le moment, on n'en est pas à ce niveau-là. Hein? Pour le moment, on n'en est pas. Allez-y, Abdouran, pour votre dernière Comment? question. Et dit pour le moment, on n'en est pas à ce niveau. Avant-dernière. Oui, allez-y. Avant-dernière, s'il te plaît. Moi, je voudrais savoir, il y a quand même certaines coïncidences. Si vous sur Soumeylou toujours? Il y a des coïncidences qui m'intriguent. Moi, puisque c'est venu quand même, son interpellation d'abord, est venue dans la foulée de la publication d'un livre que vous connaissez bien, que vous avez eu à lire. Le livre notamment de Yamoussa Kamara. Ma part de vérité. Ma part de vérité qui charge l'homme. Et on constate que Yamoussa a accédé à certaines fonctions en même temps que la déchéance de Soumeylou descendait aux commence aux affaires. Est-ce que vous en avez vous aussi la même interprétation ou qu'est-ce que vous en tirez comment? Je vais vous dire ce que Soumeylou pensait de ce livre-là et de Yamoussa. Parce que nous, on a tout fait. Soumeylou n'est pas le genre à répondre. Non. Il a dit, la première fois qu'il a connu Yamoussa, c'est quand il a été nommé ministre de la Défense. Il a trouvé que Yamoussa était conseiller au ministère et il l'a gardé. Quand il y a eu le coup d'État contre ATT, Yamoussa a été nommé ministre de la Défense.
Et lui, voilà, sur la transition, et lui, personnellement, il ne sait pas quel est le deal qu'il y a eu entre les Aya, les militaires qui ont soutenu Ibeka et Ibeka. Personnellement, il dit qu'il ne le sait pas. Mais il se trouve que c'est lui qui a été nommé, c'est Soumaïlou qui a été nommé ministre de la Défense. Et ça, il ne l'a pas digéré. Est-ce que Ibeka lui a promis ce poste? Franchement, il m'a dit, il n'en sait rien. Le fait est que il n'a pas digéré de n'avoir pas été reconduit au ministère de la Défense. Il était proche d'Ibeka, il était chef d'état-major. Troisièmement, Ibeka, hein. À défaut d'être ministre de la Défense, Ibeka l'a nommé chef d'état-major particulier. C'est ça. Chef du président de la République. Quatrièmement, quand il a été convoqué, il en a parlé à Ibeka. Ibeka lui a demandé de partir répondre. Il n'est jamais revenu. Cinquièmement, lui personnellement, après l'arrestation de Yamoussa, qui est venu après l'arrestation de Sanogo, il a dit à Ibeka, faisons attention, sinon les militaires vont penser qu'on est contre eux, parce qu'on a arrêté Aya. Yamoussa vient d'être arrêté, ils vont penser contre nous. Maintenant, le livre, le contenu, chacun sait. Parce que moi, je l'ai lu, j'ai noté des parties, mais comme Nana l'a dit, il n'y a que des allégations. Chana, pour votre dernièrement, la dernière chose, la loi d'entente dont Yamoussa a bénéficié, d'entente nationale, est d'inspiration du gouvernement de Soumaïlou Boubé. Et quand il en a bénéficié, je ne l'ai pas entendu dire non, je n'en bénéficie pas, il faut que la justice me juge. Madame Philippe Boiré est en prison, elle dit elle n'en sort pas si on ne le juge pas. Oui, Yamoussa aurait dû avoir le même comportement. Et moi, je n'ai rien à me reprocher. La loi nous blanchit, je ne suis pas d'accord. Il faut que ce soit la justice qui nous blanchit. Je reste en prison jusqu'à ce qu'on me juge. Allez-y, Chana, pour votre dernière question. Tchégo Boubé Meiga, vous êtes un observateur politique de la scène, un observateur de la scène politique. Depuis 3 ans, nous sommes dans une transition. 2 ans et demi. Près de 3 ans. Bientôt 3 ans. Oui, 2 ans et demi. Restons sur les faits. Votre regard sur la gestion de cette transition. Au niveau du gouvernement, regard par rapport au colonel Assimi. Je pense que la transition aurait pu éviter de se créer des opposants. Parce que toutes les transitions qu'on a connues en 91, 2012, c'est des transitions consensuelles, quoi. Tout le monde se met ensemble pour sortir rapidement le pays du gouffre dans lequel il est tombé. Deuxièmement, la transition aurait pu éviter de durer. Parce que plus elle dure, plus aujourd'hui on a rien que sur l'électricité. Donc la transition est focalisée sur les problèmes dont elle aurait pu s'épargner. Elle aurait pu se concentrer sur ce qu'elle a dit dans la charte de la transition. Troisièmement, concernant Assimi, oui, je pense qu'il fait ce qu'il peut. Hein. Il fait ce qu'il peut. Il a des courtisans. C'est normal, il est le président. Et puis, qui battent campagne. Oui, on lui prête des intentions. Non, pour le moment, on est des journalistes. Les faits. Voilà. Comme disent les Sauf Bamana. qu'il y a des appels à sa candidature. Comme disent les Bamana. Et du flou qui est entretenu aussi. Aya mina badala, obe femme. Mais aya mina bakono, dans l'autre là. Tu sais, on est dans un pays où les gens sont très forts pour dévancer les désirs des chefs. Peut-être que Assimi ne lui a jamais dit que ça l'intéresserait d'être candidat ou d'être futur président. Surtout que Assimi sait ce qu'il y a dans la charte. La charte est très claire concernant la situation du président de la transition et de ceux qui gèrent la transition. Deuxièmement, Assimi sait très bien que la jurisprudence des transitions au Mali fait que un président de la transition ne peut pas être candidat.
Et il y a toujours cette phrase de ATT, un militaire qui veut être candidat ou qui veut faire de la politique, il n'a qu'à aller se déshabiller et puis revenir après. Il y a la loi électorale qui résout cette situation. Exactement. Allez-y, Abdraman, pour la dernière question. Dernière question. Pour moi, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Je m'excuse de revenir un peu en arrière. C'est Soumaïlou? Oui, qui m'a Non, qui je ne m'a répondrai intrigué. pas. Non, si, qui m'a Je intrigué. ne Ce n'est pas répondrai sur pas. autre chose. C'est sur que Soumaïlou, j'ai je été ne intrigué. répondrai Soumaïlou, pas. il a été quand même il a été directeur De la sécurité d'État. sécurité C'est le seul d'État. civil. été Et il a fait deux plus de fois- 7 ans. 2 fois ministre De la Défense, ministre des Affaires Premier ministre, étrangères, secrétaire général, ministre des la Affaires plus haute étrangères. fonction de l'État. Qu'est-ce qui a fait qu'à sa mort, il n'a pas bénéficié des honneurs de la République comme on a l'habitude de le voir? Est-ce que c'est aussi la famille qui a renoncé? Covid. Ou bien, quel Covid? Ça aurait pu se faire sans ça, ça aurait pu se faire dans un cadre dans un autre cadre qui limite les contagions possibles ou autre chose. Ce que je sais, il y a des choses que je ne sais pas. Peut-être que ceux qui gèrent ces aspects-là, rendent hommage et tout ça, eux, ils pourraient répondre. Je sais que Soumaïlou avait quand même dans l'ordre national le grade le plus élevé en dehors du grade de la croix du président. Il était grand croix. On ne donne pas grand croix à n'importe qui, quoi. Deuxièmement, la famille n'a jamais été approchée par rapport à ça. Voilà. Ils m'entendent. Est-ce que ce n'est pas dû à la situation conflictuelle? Mais c'est peut-être eux qui l'ont Non, créé. puisque, Mais je dis effectivement, simplement il n'a que... pas été condamné, il est Troisièmement, présumé seulement. voilà. Il va peut-être Troisièmement, répondre, oui. Soumaïlou a eu le meilleur hommage. Toi, tu étais là-bas. Les gens ont marché de son domicile au cimetière de Niamey. Il n'y avait que le corbillard qui était le seul véhicule. Et les gens n'ont pas atteint l'hôtel de l'amitié quand ceux qui l'ont enterré étaient déjà de retour. Ça, c'est le meilleur hommage qu'on peut lui rendre. Parce que Soumaïlou était un homme du peuple. Il a vécu avec le peuple. L'hommage de Tcheblé, professeur Ali Ah Diallo. oui, il a tout partagé avec les gens. Et les gens, pour eux, la meilleure façon de le récompenser, c'était de le porter en terre et qu'ils se viennent nombreux, même s'ils ne peuvent pas témoigner que ça se passe devant nous. Tchegoum, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour vous fixer sur votre sort. Abdraman, nous sommes dans les secrets de la délibération. Bon, je pense que Tchegoum a été au rendez-vous là où je l'attendais. Je l'ai vu passer sur d'autres plateaux. Il s'est illustré, comme je l'ai dit, avec un franc-parler, avec la dose de mesure, de recul qu'il faut, puisque c'est ce qui traduit aussi son talent de journaliste, puisque il a encadré avec beaucoup de mesures et beaucoup de Turcs. Je pense que tout ce qu'on voulait savoir sur lui, tout ce qu'on voulait savoir sur l'actualité, il n'a pas du tout été avare là-dessus. Il l'a dit, peut-être avec un peu de retenue pour la mémoire du frère défunt, mais je pense que nous sommes, moi personnellement, satisfaits de sa prestation aujourd'hui. Pas seulement parce que c'est un confrère, non, je ne suis pas tel qu'on me connaît dans ces complaisances-là, mais c'est parce que réellement, il mérite aujourd'hui d'être acquitté. Et je vous demande de tenir compte de ces atouts-là, de ces bonus-là que je viens de dire dans sa prestation, pour faire votre jugement sur lui. Chana. Merci, Monsieur le Président. Tchegoum Boubé Meiga, je l'avais dit à l'entame de mes propos, ce n'est pas pour rien. Je disais qu'il était témoin et acteur du 26 mars. Le temps est vraiment nous fuit pour pouvoir parler de beaucoup de choses. Témoin et acteur du 26 mars. Nous l'avons jugé ici tout de suite sur pièce. Toutes les questions posées ont été répondues de façon très claire, sans embâche. Même la question embarrassante qui concerne notre feu regretté, Soumaïlou Boubé Meiga, et sa gestion de la présidence, où nous avons été victimes de sa gestion à la présidence de la République. Nous avons été victimes de sa gestion. Il nous a appauvris à la présidence de la République. Il a donné ses explications. Explications convaincantes ou pas, c'est une gestion. C'est une gestion. C'est une gestion. Il a assumé. Il a assumé le choix fait par rapport à cette situation parce que ça a créé beaucoup de bruit. Oumar,
nous sommes dans le mode carême. Ouais. Le paradis est ouvert. Ouais. Et durant ce mode carême, les gens honnêtes, sincères comme Tchegoum, pour les gens qui le connaissent, hein, quand tu l'entends parler, tu sens cette sincérité, cette honnêteté. Il est plein d'amour, d'humour, même si sur ce plateau, on n'a pas eu l'occasion de découvrir Tchegoum, l'homme plein d'humour. L'homme plein d'humour. Tchegoum le message. Tchegoum la bonne plume. Celui que Ibeka dit, même si vous me critiquez-moi dans de bons français. Il aimait bien lire le message. Méchez-moi. Hein? Bien écrit. Ah ouais. Tchegoum a inspiré beaucoup de jeunes pour être journalistes. Il fait partie des premiers encadreurs de Abdraman Keïta. Ouais. Beaucoup de jeunes sont venus dans la presse à cause de sa plume. Les échos ont contribué à notre conscientisation. Moi, jeune tomboxien à Bamako, je voyais Moussa avec ses grands boubous, j'étais très joli, j'applaudissais. Mais en lisant les échos, vraiment, les échos ont changé ma manière de comprendre les choses, de voir les choses. J'étais même pionnier sous ça. Hein? Absolument, j'étais pionnier sous ça. Mais vraiment, avec la Abdama, lecture toi, des tu n'es pas échos, bien. j'étais pionnier, la région, j'ai représenté Tombouctou, la région de Tombouctou, au 12e camp international de l'amitié et de la solidarité en Algérie. J'étais pionnier. Et c'était le meilleur à l'époque qui était pionnier aussi. Hein. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire? Donc vraiment, Barou, on peut dire beaucoup de choses vraiment qui plaident en faveur de Tchegoum Boubou Maïga, pour l'acquitter. Je vous demande de l'acquitter, mais avant de prononcer votre verdict, tu me permets de dire quand même à nos téléspectateurs que je serai absent durant 2 à 3 semaines. La semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, je ne serai pas là. Que cela plaise au Pape Abdraman, je vais aller répondre à l'appel de Dieu. Labbaïk Allahumma labbaïk, labbaïk la sharika lak, labbaïk. Ça va être sa 6e fois. La sharika lak. C'est cette partie qu'il faut couper. Donc ça va être couper cette partie-là. Non, ça va être la 6e fois Abdraman. Je ne serai pas là la semaine prochaine, je demande pardon à tous, que Dieu agrée toutes nos prières. Ce n'est pas un pèlerinage. C'est sûr, c'est le mois de carême. C'est pas le pèlerinage. C'est comme non, ne lui réponds pas. Pèlerinage en compagnie du prophète Mohammed. C'est un hadith authentique. C'est sûr, c'est des réquisitoires largement favorables pour un acquittement de l'accusé. Il me plaît, M. Tchegoum Boubou Maïga, de vous libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Oui, mais dernier mot, c'est que Chana l'a dit, Abdraman l'a dit, on est d'abord des confrères. Et Chana, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Abdraman, la même chose. Mais c'est des gens de conviction. Quand ils ne sont pas d'accord, chacun a sa manière. Mais ils le disent, quoi. Quand ils sont convaincus aussi, mais c'est comme les néo-convertis. Voilà. Rien ne peut les empêcher de dire exactement ce qu'ils pensent. Et je te remercie, Barou, parce que c'est un espace que vous avez créé qui permet à tous les Maliens qui peuvent éclairer ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, de venir s'exprimer librement, sans contrainte, dans le respect et dans la convivialité. Donc je vous remercie pour l'invitation, c'est la première invitation. Oui. Comme on le dit, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Inch'Allah. Voilà. Ainsi prend fin donc ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité M. Tchegoum Boubou Maïga. El Hadji Tchegoum. Abdraman est jaloux. Tchegoum. Non, il va là. Dieu va l'appeler. Dieu ne t'a pas oublié. Tchegoum. Je disais que notre invité était M. Tchegoum Boubou Maïga, ancien conseiller à la présidence de la République du Mali et directeur de publication du journal La Nouvelle République. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Gao. Au revoir.